À Noël, maman a dit, la dette de ton frère est notre problème maintenant. Et par notre, je veux dire le tien. Mon père a juste souri. Tu as l'argent. J'ai pris une gorgée calme et j'ai dit, vous avez raison. Et je vais m'en servir pour financer un déménagement très loin d'ici. Le visage de mon frère a blêmi. La mâchoire de ma mère est tombée. Je pense avoir toujours su que J n'était que la pièce de rechange dans la famille. Pas l'enfant prodige, pas la rebelle, juste là. Un bruit de fond. Marc pouvait être un désastre et s'en sortir quand même avec éclat. Règles transgressées, délais manqués, crise de colère, tout était accueilli avec compréhension. Ma mère m'a dit un jour, les garçons ont juste besoin de plus de temps pour grandir. J'avais 12 ans quand elle a dit ça. Marc en avait 18 et venait de projeter sa voiture contre un poteau électrique. Il n'a jamais payé un centime pour la réparer, mais je l'ai lavée tous les week-ends pendant 1 an. À l'âge de 20 ans, j'avais déjà accepté le fonctionnement de la maison. Je vivais discrètement dans un coin de leur monde. Je travaillais en ligne, conception de logos, images de marque, visuels pour les réseaux sociaux, des choses qu'ils ne comprenaient pas et dont ils ne se souciaient pas. Mais l'argent était bon, meilleur qu'ils ne le supposaient. Ils pensaient que je faisais de petits boulots mignons tout en vivant gratuitement dans leur maison. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais plus d'économies que de réunies. Je maintenais la paix en jouant le jeu. Je cuisinais la plupart des soirs. J'ai payé la facture d'électricité une fois sans le dire à personne quand j'ai vu l'avis dans la boîte aux lettres. Je n'invitais jamais personne, et je gardais mes relevés bancaires pour moi. Je me souviens du jour où tout a rompu comme si c'était arrivé il y a 10 minutes. C'était le matin de Noël. J'avais veillé tard la veille pour finaliser le projet d'un client, mais bien sûr, personne ne l'a demandé. Je suis descendu pour retrouver l'habituel, maman critiquant ma façon d'emballer les cadeaux, papa dans son fauteuil inclinable grommelant que le café était trop léger, Marc et sa femme, Cathy, déjà assis sur le canapé comme s'ils habitaient là. Elle était enceinte, rayonnante et arrogante. Il avait l'air de ne pas avoir travaillé depuis 6 mois parce que c'était le cas. Les brioches à la cannelle étaient froides. Le sapin était de travers. Et le seul cadeau que j'ai reçu était une écharpe d'un grand magasin qui, je le savais, avait fait faillite l'année dernière. Et puis, au milieu de ce charmant matin, maman l'a dit. Alors, ton frère a eu des moments difficiles financièrement. Tu sais combien ça a été dur, surtout avec l'arrivée du bébé. Elle était calme, c'était presque répété. Nous en avons discuté, et nous avons décidé que sa dette est notre problème maintenant. Et par notre, je veux dire le tien. J'ai ri parce que je pensais sincèrement que c'était une blague. Marc fixait son téléphone. Cathy n'a même pas sourcillé. Elle hochait la tête comme s'il s'agissait d'une conclusion logique, comme si c'était une progression naturelle de ma vie, grandir, être ignoré, et finalement devenir le plan de secours financier de mon frère. Mon père a fini par prendre la parole. Il ne m'a même pas regardé quand il l'a dit. Tu as l'argent. Tu as économisé tout ce temps, n'est-ce pas? C'était surréaliste. Il disait cela comme s'il me complimentait, comme si je devais être fier qu'il l'ait remarqué. J'ai ramassé mon café. Il était à peine tiède, mais je l'ai bu à petites gorgées parce que je voulais faire durer le silence. Vous avez raison. J'ai l'argent, et je vais m'en servir pour financer un déménagement très loin d'ici. Je pouvais réellement sentir la pause dans la pièce, comme si tout l'air s'était déplacé. Marc a levé les yeux. Cathy a cligné des yeux comme si quelqu'un l'avait giflé. La bouche de ma mère s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Mon père a haussé les sourcils. Il pensait que je bluffais, mais ce n'était pas le cas. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à féliciter Marc pour avoir gardé un cactus en vie pendant 3 semaines, je construisais une vie qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Et maintenant, j'en avais fini de prétendre que je leur devais quelque chose pour avoir été ignoré. Le reste du jour de Noël s'est déroulé au ralenti après que j'ai dit cela. Pas de cris, pas de disputes dramatiques, juste une longue période de silence maladroit où tout le monde faisait semblant que je n'avais pas changé la température de la pièce. Ma mère a commencé à débarrasser les assiettes comme si nous avions fini de dîner, même si le déjeuner n'avait même pas encore été servi. Mon père s'est calé dans son fauteuil et a monté le son du match, essayant de tout étouffer. Marc n'a rien dit, mais je l'ai surpris à me fixer comme s'il essayait de résoudre un problème de maths qu'il ne comprenait pas. Cathy, bien sûr, a tout ramené à son estomac. Elle a dit qu'elle se sentait mal et a disparu à l'étage pour le reste de l'après-midi. Je ne me suis pas répété.
Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, je suis retourné dans ma chambre, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le dossier que j'avais nommé « Un jour ». À l'intérieur se trouvaient des années de planification, des appartements mis en favoris, des feuilles de calcul sur le coût de la vie, une liste de villes où mon argent pouvait durer sans que j'aie à entendre le cycle de lessive de quelqu'un d'autre à travers mon mur. Je ne plaisantais pas. J'avais de vrais chiffres, de réelles options, et maintenant une réelle raison. À la fin de cette semaine-là, j'avais choisi la ville. J'ai choisi un endroit à 6 heures de route pas trop loin, mais assez. Il y avait tout ce que je voulais, un loyer correct, des quartiers propres, des cafés tranquillés, plus important encore, pas une seule personne qui s'attendait à ce que je paie la facture de quelqu'un d'autre. Je ne leur ai pas dit. Pas encore. Les regarder se tortiller dans l'incertitude était une sorte de satisfaction étrange et coupable. Chaque jour qui passait, mon silence les rendait plus nerveux. Maman a été la première à réagir. Toute son attitude a changé. Soudain, elle me versait mon café le matin, me demandait comment allaient mes clients, me racontait ses souvenirs préférés de moi quand j'étais enfant, ce dont je ne me souvenais même pas. Elle a commencé à laisser des petites choses sur mon lit, une bougie qui, selon elle, lui rappelait moi, un paquet de stylos parce qu'elle savait que j'aimais les arts et tout ça. Puis est venue la nostalgie forcée. Elle a sorti de vieux albums photos, a passé des vidéos de famille après le dîner, a même évoqué notre complicité passée quand j'étais petite. Je voulais lui demander quand cela était jamais arrivé. Papa a choisi la voie du froid, des commentaires passifs, de la tension dans les épaules. Il s'assurait de parler fort en payant les factures à table, comme pour me rappeler à quoi ressemblait la vraie responsabilité. Il a même dit à un moment, assez fort pour que je l'entende, certaines personnes oublient tout simplement ce que signifie la famille quand l'argent est en jeu. Marc ne me parlait pas du tout. Il me regardait à peine. Je pense qu'il a réalisé que si je partais vraiment, il n'y aurait plus personne d'autre à convaincre pour le sauver. Il continuait de prétendre que rien n'avait changé, mais je l'ai vu jeter un coup d'œil quand je suis rentré avec des cartons dans ma voiture. Puis Cathy a fait son geste. Elle a attendu que maman ne soit pas là et m'a suivi dans la cuisine un matin. Elle s'est appuyée contre le comptoir et a dit très doucement, alors, on se demandait. Y aurait-il de la place pour nous? Tu sais, juste pour un temps jusqu'à ce que le bébé naisse et que le travail de Marc se stabilise. J'étais en train de me verser du café. Je ne l'ai pas regardé. J'ai demandé, nous? Elle a dit, eh bien, le bébé a besoin d'espace, et c'est juste difficile avec autant de personnes dans une seule maison. Tu comprends? J'ai hoché la tête. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je ne l'ai jamais fait. Je n'emportais même pas les meubles de cette maison, encore moins les gens qui s'y trouvaient. Le lendemain, maman m'a demandé de m'asseoir avec elle après le dîner. Elle a commencé à pleurer au milieu de son discours sur l'unité familiale, sur la façon dont les saisons de la vie étaient censées être partagées, sur le fait qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée que nous ne soyons pas ensemble à l'arrivée du bébé. J'ai juste écouté. J'ai hoché la tête au bon moment. Elle a terminé par « Nous ne voulons pas te perdre, mais si tu dois partir, ne peux-tu pas au moins les aider d'abord ?» Juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Je lui ai dit que j'y réfléchirais aussi. Puis je suis monté et j'ai imprimé ma liste de contrôle de déménagement. Chaque objet que j'emballais me semblait être un pas hors de leur orbite. Hors de l'espace dans lequel ils m'avaient maintenu pendant des années. J'ai étiqueté les cartons avec soin. Je les ai gardés dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte quand je partais. J'avais déjà réservé les déménageurs. Je partais dans 2 semaines, et aucun d'entre eux n'avait la moindre idée d'à quel point j'étais déjà loin. 2 semaines. C'est ce qu'il me restait entre la signature du bail et mon départ définitif. Je ne l'ai pas annoncé comme un compte à rebours. Je n'ai pas entouré la date sur le calendrier. J'ai juste déménagé discrètement, de la même manière que j'avais vécu là pendant des années. D'abord, j'ai tout caché, les cartons sous le lit, les vêtements emballés dans des valises restées fermées, les documents importants glissés dans mon sac à dos de travail. Je ne voulais pas encore faire face aux questions. Je voulais avoir le contrôle sur au moins une partie de tout cela, mais on ne peut cacher un élan que pendant un certain temps. Marc l'a remarqué le premier. Il le faisait toujours quand quelque chose le concernait indirectement. Un soir, je suis rentré avec une grande valise à roulettes dans mon coffre. Il se tenait dans l'allée en faisant semblant de passer un appel. Quand je l'ai sorti, il a regardé sans dire un mot. Plus tard, alors que je montais, il m'a demandé si j'étais vraiment sérieuse à propos de mon départ. J'ai dit oui.
Il a marqué une pause, puis a demandé ce que je ferais quand les choses ne marcheraient pas. Pas, si. Je lui ai dit que je trouverais une solution. Cela l'a agacé plus que si je m'étais disputé. Il a marmonné quelque chose à propos des gens qui ont des idées au-dessus de leurs conditions. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé ma porte et je l'ai verrouillée. Après cela, l'ambiance de la maison a encore changé. Maman est devenue froide d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pas bruyante, pas dramatique, juste en retrait. Elle a arrêté de frapper avant d'entrer dans ma chambre, comme si elle reprenait son territoire. Elle a arrêté de préparer assez de nourriture pour tout le monde et a dit qu'elle supposait que j'avais déjà mangé. Une fois, je l'ai entendu dire à une amie au téléphone que j'étais distante ces derniers temps, et qu'elle ne savait pas pourquoi. Papa a transformé l'agressivité passive en un article. Il laissait de vieilles photos sur la table de la cuisine, faisait des commentaires sur la vitesse à laquelle le temps passe quand les enfants abandonnent leurs parents. Une fois, il a dit au dîner que certaines personnes confondent l'indépendance avec l'égoïsme. Personne ne m'a regardé, mais tout le monde savait de qui il parlait. Marc et Cathy ont intensifié leurs efforts. Cathy a cessé d'être subtile. Elle m'a coincé dans le couloir et a demandé à nouveau s'il y avait de la place pour eux. Cette fois, elle a ajouté que les médecins recommandent un environnement calme pour la grossesse. Elle a dit que le stress n'était pas bon pour le bébé. Elle a dit qu'elle était inquiète. Je lui ai demandé comment le fait de déménager chez moi réduirait le stress si Marc n'avait toujours pas de travail. Elle a dit qu'il trouverait une solution. Marc a enchaîné ce soir-là. Il m'a dit que je déchirais la famille. Il a dit que maman ne dormait plus. Que papa s'inquiétait pour les factures. Il a dit que ce n'était pas le moment de tout ramener à moi-même. Je ne lui ai pas rappelé que sa dette était la raison pour laquelle tout cela avait commencé. Je ne lui ai pas rappelé combien de fois j'avais payé les courses ou les services publics ou des urgences aléatoires sans qu'on me le demande. J'ai juste dit que je déménageais. Ce week-end-là, j'ai arrêté de me cacher. J'ai sorti les cartons de ma chambre et je les ai empilés dans le couloir. J'ai démonté mon cadre de lit et je l'ai appuyé contre le mur. J'ai tout étiqueté clairement, chambre, bureau, cuisine, à moi. C'était comme les voir réaliser que l'avion était déjà en l'air. Le dimanche matin, je leur ai dit la date exacte. Vendredi, déménageur à 8 heures, parti à midi. Maman a demandé si cela allait vraiment arriver. J'ai dit oui. Elle a hoché la tête lentement comme si elle acceptait un diagnostic. Après cela, la maison est devenue hostile de petite manière. Quelqu'un a débranché mon chargeur d'ordinateur portable. Ma lessive a disparu une fois. Le thermostat n'arrêtait pas d'être ajusté après que j'ai quitté la pièce. Personne n'a rien dit directement, mais il était clair qu'il voulait que je sois mal à l'aise. 3 jours avant le déménagement, maman est entrée dans ma chambre sans frapper. Elle s'est assise sur le bord de mon matelas et a dit qu'elle avait réfléchi. Elle a dit que peut-être tout cela arrivait trop vite. Peut-être que je ne réalisais pas à quel point la famille avait besoin de moi. Puis elle a dit quelque chose qui a enfin tout éclairci, si tu dois emmener quelqu'un, emmène au moins le bébé. Il ne devrait pas grandir ici. Je l'ai fixé. Elle était sérieuse. Ils l'étaient tous. Ils n'étaient pas tristes que je parte. Ils avaient peur de perdre ce que je fournissais, l'argent, le travail, le tampon et maintenant ils voulaient me confier la responsabilité d'un enfant aussi. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas dit non. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Elle a quitté la pièce l'air soulagé. Cette nuit-là, j'ai fini d'emballer le dernier carton. Je me suis assise par terre, entourée de tout ce que je possédais, et j'ai réalisé quelque chose de tranquillement dévastateur, il ne m'aimait pas. Il comptait sur moi, et ces deux choses ne sont pas les mêmes. Le temps que vendredi arrive, je ne ressentais rien de ce que je pensais ressentir. Pas de panique, pas de culpabilité, juste cet étrange sentiment de clarté, comme si quelque chose de lourd que je portais depuis des années s'était enfin déplacé juste assez pour me laisser respirer. Je n'ai même pas dormi la nuit précédente. Je suis resté éveillé à revoir la liste de contrôle, à relire le nouveau bail, à vérifier que j'avais tout. Et puis je suis resté assise à regarder l'horloge, écoutant la maison craquer comme elle l'avait toujours fait. Rien n'avait changé, sauf que tout avait changé. À 8 heures pile, le camion de déménagement s'est garé dans l'allée. Le bruit a dû les réveiller. D'abord, maman est descendue. Elle était encore en peignoir, les cheveux en bataille, tenant son téléphone comme si elle l'avait consulté au lit et ne s'attendait à rien de réel ce matin.
Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est juste tenue dans le couloir et a regardé deux déménageurs commencer à sortir des cartons par la porte d'entrée, devant la vilaine petite statue d'ange dont elle refusait de se débarrasser. Puis elle s'est retournée et est allée dans la cuisine sans un mot. J'ai gardé la tête basse, j'ai juste continué à bouger. Marc est descendu vers 8h30. Pas de bonjour, pas de questions, juste cette même expression stupéfaite comme si je lui avais volé quelque chose, comme s'il s'attendait à ce que je change d'avis à la dernière seconde et que j'en ris comme si c'était un bluff et que j'allais me coucher. Au lieu de cela, j'ai montré la pile de cartons encore dans le salon et j'ai demandé aux déménageurs s'ils avaient besoin d'aide pour les plus lourds. Marc est juste resté là. Il a dit, « Tu es vraiment sérieuse ?» Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Puis Cathy est apparue, ne marchant pas, mais filmant, téléphone à la main, déjà en train d'enregistrer. Elle se déplaçait comme si elle capturait des images pour une sorte d'émission spéciale sur les faits divers. Elle commentait à voix basse, espérant probablement que sa mère ou l'un de ses amis regardait en direct. « Elle s'en va vraiment ?» a-t-elle dit comme si je n'étais même pas là. Elle prend toutes ses affaires, tout son argent, nous laissant tous derrière. Elle a tourné la caméra vers moi. Je n'ai pas sourcillé. Je l'ai laissé enregistrer chaque carton sortant par la porte. S'ils avaient besoin de preuves, qu'ils les gardent. Qu'ils les encadrent. Qu'ils donnent à cela l'apparence qu'ils voulaient. Je n'allais pas les arrêter. À 10h, nous sommes passés au meuble. C'est là que papa est enfin descendu. Il ne m'a pas regardé au début. Il a jeté un coup d'œil au salon désormais à moitié vide, puis a regardé autour de lui comme s'il n'était pas tout à fait sûr du jour qu'on était, comme s'il était surpris que personne ne l'ait encore arrêté. Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas, « Tu sais, on a essayé, non ?» Je me suis tourné vers lui. Il ne me regardait pas quand il l'a dit. On n'a pas toujours bien fait les choses, mais on a essayé. Ça doit compter pour quelque chose. Je n'ai pas argumenté. Je ne lui ai pas rappelé que, essayer, n'avait jamais inclus le fait d'écouter. Que essayer n'avait jamais signifié me faire sentir comme autre chose que le personnage utilitaire dans la sitcom de Marc. J'ai juste hoché la tête. C'est tout ce que je lui ai donné. À 11h30, le dernier carton était dans le camion. J'ai signé les papiers et remercié les déménageurs. C'était fait. Il ne restait plus rien à l'intérieur, à part le cadre de lit que je n'avais aucune envie de garder et les échos d'une version de moi qui n'avait jamais vraiment existé ici. Mais alors maman est sortie de la maison en tenant quelque chose à la main, une enveloppe. Elle n'a rien dit, elle l'a juste tendue. À l'intérieur se trouvait une carte à la marque florale et pailletée générique qui disait « Félicitations pour ton nouveau chapitre ». Rien n'était écrit à l'intérieur, à part une photo collée grossièrement au pli, une photo de moi le jour de mes 10 ans, tenant un gâteau avec des bougies de travers. Derrière moi, à peine dans le cadre, il y avait Marc faisant semblant de les souffler par-dessus mon épaule. Maman m'a regardé et a dit « Tu te souviendras de ça quand nous te manquerons ». Puis elle s'est retournée et est rentrée à l'intérieur. Je n'ai pas répondu. Je suis monté dans ma voiture et, alors que je sortais de l'allée, j'ai remarqué autre chose. Cathy était encore sur le porche, me filmant à nouveau, comme s'il s'agissait d'une trahison pour laquelle elle avait besoin de documentation. J'ai failli rire. Marc était introuvable. Mais voici ce qu'il ne savait pas. Je n'allais pas directement à mon nouveau logement. Il y avait un premier arrêt, à l'autre bout de la ville dans un quartier calme, dans un minuscule appartement que j'avais déjà payé 6 mois à l'avance. Et je ne m'y présentais pas seul, parce que quelqu'un d'autre m'avait contacté discrètement. Il y a une semaine, alors que tout le monde était trop occupé par la culpabilité, la manipulation et les menaces murmurées, quelqu'un avait frappé à ma porte et m'avait simplement demandé. C'était ma cousine Jenna. Elle était restée avec nous un été quand sa mère traversait une période difficile il y a des années. Nous étions proches à l'époque. Nous avions l'habitude de manger des pop-tarts en cachette à minuit et de parler de quitter cet endroit. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Mais de nulle part, elle m'a envoyé un message. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que je déménageais. Elle a dit qu'elle avait aussi besoin d'un nouveau départ. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas demandé d'espace. Juste une chance de sortir avant de rester coincée quelque part où elle n'avait pas sa place. Alors, j'ai loué un deuxième appartement plus petit, plus calme, meublé juste assez pour repartir à zéro. Et je lui ai dit qu'il était à elle, tout simplement. Parce que quand quelqu'un demande sans prétention, sans supposer que vous lui devez quelque chose,
quand quelqu'un dit « je trouverai une solution ». J'ai juste besoin d'un début, parfois, cela suffit. Parfois, c'est la personne que vous emmenez avec vous. La nuit où j'ai emménagé, je n'ai même pas dormi dans mon lit. Je suis restée assise par terre pendant des heures à manger des restes de nourriture à emporter directement dans le contenant et à écouter le néant. Et je dis bien le néant. Pas de voix à travers le mur. Pas de lave-vaisselle tournant pour la 3e fois parce que personne ne savait comment le charger. Pas de dispute pour savoir qui avait oublié d'acheter du papier toilette. Juste moi et le bruit d'un frigo qui ronronne dans un espace qui enfin, pour la première fois de ma vie, semblait épargné par les attentes de n'importe qui d'autre. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais vécu dans le bruit jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je n'ai pas tout déballé tout de suite, juste l'essentiel. J'ai laissé le reste dans des cartons pendant un certain temps, non pas parce que j'étais incertaine, mais parce que je voulais entrer dans ma propre vie, morceau par morceau. Le lendemain matin, Jenna est arrivée avec son sac à dos et une valise trop pleine. J'avais déjà laissé le double de la clé de l'appartement à la réception pour elle. Elle est entrée, a regardé autour d'elle et a juste murmuré, « ça n'a pas l'air réel ». Je lui ai tendu un café et j'ai dit, « ça l'est maintenant ». Elle n'a pas pleuré. Moi non plus. Nous avons juste recommencé. Le jour même, le SMS de maman est arrivé. Je vérifie juste si tu es bien arrivé. Fais-nous savoir que tu es en sécurité. Puis, n'oublie pas l'anniversaire de Marc la semaine prochaine. Nous espérions que tu passerais. Puis, est-ce que tu penses seulement à la famille? Je n'ai pas répondu. Puis sont venus les messages de Cathy, et elle n'essayait pas d'être gentille. Tout cela semble si personnel, Lisa. Nous avions juste besoin d'aide pour un petit moment et tu nous as abandonnés. Ce n'est pas comme si tu avais gagné cette vie toute seule. Nous en faisions tous partie. Je les ai lus une fois et je les ai archivés. Plus tard dans la semaine, papa a envoyé par texto une photo floue du chauffe-eau suivie de « on dirait qu'il est cassé ». Ça doit être bien d'avoir de l'argent de côté pour ce genre de choses. C'était sa façon de dire qu'il devait maintenant s'occuper de quelque chose que je réparais habituellement. Il n'a jamais demandé comment j'allais. Ce week-end-là, Jenna et moi sommes allés acheter des meubles. Nous ne cherchions rien de luxueux, juste assez pour que l'endroit semble habité. Nous avons choisi un canapé qui ne s'affaissait pas, des assiettes assorties, de vrais rideaux. Elle m'a montré comment accrocher des tableaux sans faire de trous dans le mur. Je l'ai aidé à installer son espace de travail dans la chambre d'amis. Elle a commencé à obtenir des contrats de rédaction en freelance presque immédiatement. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver un rythme. Pendant ce temps, les nouvelles de mon ancienne maison ont ralenti jusqu'à s'arrêter. Ma tante, la mère de Cathy, m'a transféré un email que Cathy avait envoyé au reste de la famille. Une épopée de plusieurs paragraphes expliquant comment je les avais tous coupés, refusé d'aider pendant une crise familiale, et vivais maintenant dans un condo moderne en prétendant avoir tout fait toute seule. Elle avait joint les captures d'écran du jour de mon déménagement, les cartons, les déménageurs, la photo de moi signant les papiers avec le camion en arrière-plan. Cathy avait filmé toute la scène comme s'il s'agissait d'un documentaire sur l'abandon. Mais voici ce qui m'a choqué, les réponses. Tout le monde ne voyait pas les choses comme elle. Quelques cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté en privé. L'un d'eux a écrit « Je ne peux pas croire que tu sois réellement parti. J'y pense tout le temps, mais je ne le fais jamais. » Un autre m'a envoyé un message sur Instagram juste pour dire « Je suis fier de toi. » Personne ne dit assez cela. Et puis est venue la surprise. Une vieille amie de la famille, quelqu'un qui nous gardait Marc et moi, m'a envoyé un message pour me demander si j'embauchais pour de l'aide en design. Elle a dit qu'elle avait vu mon nom dans un groupe professionnel sur Facebook et n'en revenait pas que je réussisse si bien. Elle n'avait même pas entendu parler du drame. Elle se souvenait juste de moi comme de la discrète qui restait toujours en retrait. Cette phrase m'est restée, celle qui restait toujours en retrait. Je n'étais plus en retrait. Mais ma famille, eux, ils étaient toujours là-bas, agissant comme si je leur avais volé quelque chose en allant enfin de l'avant. Une semaine a passé. Puis tout est devenu silencieux. Pas de texto, pas d'appel, pas de tentative de culpabilisation. Ils ne me contactaient plus, mais pas de manière apaisée. C'était ce genre de silence raide, glacé. Le genre qui est censé punir. Le genre qui dit, tu n'es pas la bienvenue à nouveau. Et c'est là que j'ai enfin compris quelque chose qui aurait dû faire plus de mal que cela. Ils n'étaient pas en colère parce que j'étais parti.
Ils étaient en colère parce que je ne m'étais pas effondré. Effondré sans eux. Ils s'attendaient à ce que j'échoue discrètement, que je revienne en rampant, que je demande de l'aide, pour prouver qu'ils étaient encore nécessaires, qu'ils comptaient encore. Mais je ne l'ai pas fait. Je m'en sortais. Et pas seulement survivre, je vivais dans un espace propre et calme, payant mes propres factures, menant ma propre vie, dînant avec Jenna sans que personne ne hausse la voix, riant sans raison, dormant en paix. Recommencer, non pas de zéro, mais à partir d'une force. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps. Temps de leur montrer exactement ce qu'ils avaient perdu. J'ai failli ne pas les inviter. J'avais hésité pendant des jours, écrit et supprimé le message au moins une douzaine de fois. Jenna a dit que c'était mon choix, mais je pouvais dire qu'elle espérait que je ne le ferais pas. Non pas parce qu'elle s'inquiétait qu'il fasse une scène, mais parce qu'elle ne pensait pas qu'il méritait de faire partie de cela. Et peut-être qu'il ne le méritait pas. Mais je voulais qu'il le voie. Pas seulement l'appartement, pas seulement le nouveau canapé, ou les plantes près de la fenêtre. Je voulais qu'il me voie, moi. Pas la version qu'ils avaient enfermée, mais celle qu'ils ne pouvaient pas imaginer, la version qui existait hors de leur contrôle, indépendante, à l'aise, sans excuse. Alors, j'ai envoyé l'invitation. Rien de dramatique, juste un message groupé qui disait « Pendaison de crémaillère samedi à 17h. Amenez qui vous voulez ou personne. » Je ne m'attendais pas à une réponse, mais maman a répondu la première. « Nous serons là. » Suivi d'un message séparé « Est-ce que Marc est invité aussi ?» Je n'ai pas répondu. C'était une réponse suffisante. Samedi est arrivé. Jenna m'a aidé à tout installer. Des amuse-bouches sur le comptoir, de petites étiquettes sur les plats de service, des verres à vin alignés sur l'îlot de la cuisine. La musique était basse, les bougies allumées. L'endroit sentait la cannelle et le pain. Je voulais que cela respire la chaleur, l'opposé d'où je venais. Les gens ont commencé à arriver. Quelques amis de l'université, une cliente pour qui j'avais travaillé qui est venue avec son mari et une bouteille de vin cher, la nouvelle amie de Jenna de son groupe d'écriture. Ce n'était pas bondé, mais c'était plein. Et c'était la première fois que je regardais une pièce et sentais que chaque personne présente était là pour moi. Pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils le voulaient. Puis, juste après 18h, ils sont arrivés. Tous. Maman, papa, Marc et Cathy. Cathy, encore très enceinte, visiblement agacée avant même d'entrer. Marc regardait autour de lui comme s'il inspectait un hôtel qu'il ne pouvait pas s'offrir. Papa est resté silencieux. Maman souriait trop. Je les ai accueillis poliment, j'ai proposé des boissons. Ils ont décliné. Ils sont restés près de l'entrée pendant un moment, ne parlant vraiment à personne. Je n'ai pas fait d'effort particulier pour les inclure, et je ne les ai pas ignorés non plus. Je les ai juste laissés exister dans le même espace que la vie dont ils ne faisaient plus partie. Finalement, maman m'a prise à part. Elle a regardé autour d'elle et a dit, « C'est joli. Tu as fait beaucoup. Ça a dû te coûter cher. » J'ai hoché la tête. Puis elle a dit, « Nous sommes fiers. Même si on ne dirait pas. » J'ai souri à cela. Non pas parce que cela signifiait quelque chose, mais parce que cela sonnait tellement répété, comme quelque chose qu'elle pensait devoir dire. Puis est venue la vraie raison de leur présence. Marc s'est approché et a dit, « On a cherché des endroits. Rien ne marche. » Cathy a ajouté, « Tout est si cher, et ce bébé arrive d'un jour à l'autre maintenant. » Maman est intervenue, « Mais c'est bien, Lisa. Regarde ce que tu as construit. Peut-être qu'il est temps de penser à la prochaine étape. Un endroit plus grand, peut-être. » C'était l'argument de vente. Un endroit plus grand, plus d'espace pour eux. Ils n'étaient pas là pour célébrer. Ils étaient là pour mesurer les murs. J'ai ri. J'ai ri pour de vrai. Je pense que cela a surpris tout le monde. Puis j'ai dit, je n'agrandis rien du tout. Je profite de ce qui est à moi. Vous devriez essayer. Personne n'a répondu. Le reste de la soirée, ils ont traîné maladroitement. Ils n'ont parlé à personne d'autre. N'ont fait aucun compliment. Ont à peine touché à la nourriture. Mais ils sont restés. Ils sont restés assez longtemps pour voir les gens me serrer dans leurs bras en partant. Pour entendre les gens dire des choses comme « Tu mérites vraiment ça » et « Cet endroit te ressemble ». Ils sont restés assez longtemps pour réaliser que j'avais une bonne vie sans eux. Quand ils sont enfin partis,
maman m'a serré dans ses bras de manière rigide et a dit « On se voit bientôt ». Je n'ai rien répondu. Ils sont sortis. Pas de larmes, pas de scène finale, juste le bruit de la porte qui se refermait derrière eux. Et c'était tout. Ils n'ont pas pleuré parce que j'étais parti. Et ils n'ont pas pleuré ce soir non plus. Parce qu'ils n'ont jamais perdu quelqu'un qu'ils aimaient. Ils ont perdu quelqu'un qu'ils utilisaient. Et au fond d'eux, je pense qu'ils le savaient. Et finalement, moi aussi.